C'est un joli coordonné. Ça va bien avec ta cravate. Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, je suis bâillonné. Voilà. Je suis bâillonné par le comité de discipline du barreau du Québec. Bonjour, mes amis. Et je vous annonce que suite à l'incident de la juge Lise Côté, je ne me soumettrai pas au comité de discipline et personne ne va m'empêcher de prêcher ma liberté d'expression citoyenne, peu importe qu'on soit avocat, médecin, col bleu ou tout ce que vous voudrez. Voilà. Disons que le mot citoyen est revenu dans ton vocabulaire. Oui, là. comme par hasard, il y a une moustache qui va pousser du poil en dessous des bras. Alors, je suis maintenant redevenu de la gauche, mais blague à part, pour clore l'incident, moi, ma seule préoccupation le matin, que je sois avocat ou non, c'est de me regarder à face dans le miroir, puis d'être fier de ce que je fais, et ensuite de regarder mes enfants et de ne pas avoir honte. On peut comprendre que la juge Côté peut pas en dire autant. Alors, voilà. Aujourd'hui, on va parler du stress. Vous l'avez vu dans les journaux, c'est rapporté dans la presse, le Journal de Montréal. Qu'est-ce qui vous stresse? Comment se fait-il que les Québécois sont autant stressés aujourd'hui, Geneviève? Mais avant tout, on va parler d'un autre qu'on veut bâillonner, qu'on veut empêcher, qu'on veut discipliner. Pierre Paradis, qui a voté contre la privatisation du Mont Orford dans le cadre de l'adoption du projet de loi 23 avec le bâillon la nuit dernière. Mais c'est le seul qui s'est levé. Mulcair a préféré... Mulcair était absent. Oui, a préféré sortir. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, bon, c'est toujours la fameuse histoire de la ligne de parti. Est-ce qu'on reste dans la ligne? Est-ce qu'on suit aveuglément? Et lui, il n'a aucun intérêt à faire ça, Pierre Paradis, quand on sait la popularité qu'il a dans son comté, comment ce gars-là est un homme de terrain, et s'il veut se faire réélire, il est aussi bien de ne pas voter pour Orford. C'est un cas de conscience. Oui, mais je pense que c'est aussi, dans son cas, une préoccupation électoraliste saine. Mais il fait pas... Non, je pense pas que c'est opportuniste dans la mesure où c'est quelqu'un qui est vraiment très engagé dans son comté, les gens considèrent que c'est un homme intègre et engagé. Ce mot, c'est engagé. Alors, il va pas dire à tous ces gens de ce comté-là, ben moi, je vais voter contre des choses qui vous tiennent à cœur. Ça serait complètement Mais tu sais que la ligne de parti, là, ça n'existe pas aux États-Unis. Au Congrès, là, les gens peuvent voter, qu'on soit républicain ou démocrate. Il n'y en a pas de ligne de parti. Est-ce qu'on ne devrait pas remettre ça en cause, justement, ce vieux principe-là fini du droit britannique? Mais en tout cas, avec un gouvernement comme semble être le gouvernement de Charest, c'est plus que jamais la ligne de parti. As-tu remarqué? Nous, on trouve qu'il a l'air un peu falot, Jean Charest, qui n'a pas l'air, mais dans son parti, on a l'impression qu'il tient ça comme ça. C'est autoritaire. Et je reviens, moins t'es fort, à quelque part, plus tu as besoin d'imposer des affaires comme ça. Mais regarde les déclarations de Norm Macmillan. C'est assez impressionnant de voir que Norm Macmillan, un député inconnu du Parti libéral, dans un comté obscur... C'est quand même Oui, le whip. C'est le whip du parti. Alors, il va convoquer M. Paradis mardi prochain ou, à sa convenance, peut-être demain, mais on ne passera pas l'éponge. Mais ce parti-là, je pense, est déconnecté de l'opinion publique, alors que 80% des gens étaient contre la privatisation d'Orford. On va faire de Pierre Paradis un martyr. Mais en même Bravo! Mais en même temps, s'ils l'enlèvent de là, ils vont perdre le comté. Alors, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire. Ils ne peuvent pas l'enlever de là. Il va se présenter indépendant. Exactement. Ils vont perdre le comté pour le parti. Et ils auront ce qu'ils méritent, et c'est tout. Et là, Geneviève a été estomaquée, mesdames et messieurs, par la page A9 de la presse, où il y a une belle publicité. C'est formidable. Voilà. Nos amis de l'Opus Dei, mes amis. Ça, c'est un point qu'on a en commun, Stéphane. Est-ce que tu peux la lire, peut-être? On voit pas le texte. Certainement. Toute la population, évidemment, je ne sais pas si vous avez vu l'image. Nous avons un bon curé, là, ça m'a l'air d'un col romain. Monseigneur Escriva, c'est le fondateur de l'Opus Dei. Tu vois, avec un petit enfant. Avec un enfant. Laissez venir à moi les petits-enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants. On sait ce que l'Église a fait aux petits-enfants. Alors, nous sommes invités, comprends-tu, depuis que l'Opus Dei gagne en terrain dans l'opinion publique, parce qu'on n'entendait pas parler de ça. Et ils étaient très contents qu'on n'entende pas parler d'eux, parce qu'on considère que c'est une société secrète. Ils n'ont pas avoir des porte-paroles officiels. Mais ils ont un bureau de communication à Montréal. Un bureau de communication. Ils essaient d'endormir le monde, parce que là, ils montrent la face rose de ça. Ils ont une résidence aussi sur l'avenue des Pins. Tout à fait, mais leur façon d'interférer dans la politique, leur façon d'interférer dans leur proximité avec certains chefs politiques. Tu sais qu'au Québec, là, de Lucien Bouchard à Jean Charest, il n'y en a pas un qui a résisté à l'attrait d'aller se faire bénir par notre Saint-Père le Pape, comme tu dis si bien. C'est incroyable. C'est quand même incroyable que des chefs d'État vont envoyer ce genre de message-là. Alors, nous sommes invités à une messe solennelle à l'occasion de la fête justement du fondateur, là, le fameux José Maria Escriva. Alors, c'est vendredi 16 juin, je vous dis pas l'heure parce que ceux qui sont intéressés la trouveront, les autres, on ne fera pas exprès pour faire de la publicité pour ça, à la cathédrale Marie-Reine du Monde, qui est le fief de Monseigneur Turcotte. Oui. Encore là, un homme qui a
une parole, une voix sur un verbe divin. Sur la place publique. Cet homme a une chronique dans le Journal de Montréal à tous les dimanches. C'est quand même incroyable. Après ça, on dit qu'on est dans une société laïque. Moi, ça m'insulte on carrément. est loin de la coupe aux lèvres. Et souvenons-nous que la canonisation de Monseigneur Escriva, le fondateur de l'Opus Dei, bien des remous parce qu'on avait utilisé, comme on dit, le fast-track. Et quand on prend le temps de lire les archives de l'Opus Dei, les comptes rendus des gens qui ont été abusés dans ce système-là, abusés au sens large, on parle pas d'abus sexuels, mais d'abus psychologiques. De contrôle. On s'aperçoit même dans les rapports que Monseigneur Escriva, c'était loin d'être un saint homme, mais enfin, Jean-Paul II en a décidé autrement. Que Dieu ait son âme. Et que dire de Mère Teresa? Ça, c'est une autre histoire. Il y a toute une polémique aussi. Est-ce qu'elle est canonisée, là? Ben, je pense. Bientôt. Je sais que Jean-Paul II va être béatifié. Où elle le sera. Ouais. Voilà une femme qui utilisait qui ne nettoyait pas les seringues, qui les nettoyait qui les désinfectait pas pour inoculer, pour donner supposément des médecins, des traitements contre le sida. C'est fort, ça. Et elle le savait. Que voulez-vous? Et Jean-Paul II va sûrement être béatifié bientôt, lui qui a caché des criminels de guerre jusqu'à tout récemment, en donnant des sauve-conduits à des criminels protégés par le Vatican. Ça va bien. Tu sais qu'on parle de ça ici, là, toi et moi, là, de la religion et des méfaits de la religion catholique, mais que la plupart des gens ne sont pas d'accord avec nous, je pense. Non, puis sans doute, c'est pas juste les catholiques, là. Il faut mettre ça en perspective. Il y a beaucoup d'autres religions aussi qui ont abusé à travers les siècles, donc c'est pas propre nécessairement à cette religion-là. Mais ici au Québec, on n'a pas de mal à parler des musulmans, des juifs, mais quand on s'attaque on a encore un petit soft spot en bon français, un petit point. Un vieux fond. Un vieux fond, oui. Alors, parlant de vieux fond, on a eu des espèces d'hurluberlus, comme on dirait, à la Chambre des communes. Hier, ça a brassé fort. Il y avait un débat national sur la question, et je vous la pose, mesdames et messieurs, doit-on injecter de la protéine dans le lait? Ouais. Et là, les fingers à la José Théodore se sont promenés au Parlement. 2 députés conservateurs ont dû s'excuser d'avoir fait le doigt d'honneur comme ça à leurs congénères du Bloc québécois. Bloc québécois et même aussi des libéraux. Ce qui fait que mais ça, les libéraux, c'est pas grave. L'excellent Denis Coderre, cet homme de foi et d'intégrité, s'est senti interpellé. Il s'est levé pour réprimander tout ça. Ce qui est fascinant, c'est que ce soit des conservateurs qui aient des gestes comme ça. Alors Monsieur Gourde, là, de la Rive-Sud de Québec. Alors que ce sont censés être des gens disciplinés, les conservateurs, la loi et l'ordre, des fingers. Mais je sais pas si tu écoutes des fois les débats, c'est quelque chose. Je sais, comme des enfants d'école, c'est une pièce de théâtre. Après, ils demandent aux gens de croire ce monde-là. On dirait des enfants, des petits gars dans une cour d'école. Il y a plus d'ordre à l'Assemblée nationale qu'à la Chambre des communes, où le premier ministre parle, c'est la foire, le monde se promène, ça parle à haute voix, il n'y a aucun respect. C'est vrai, tu sais, la couleur verte, là, à la Chambre des communes, c'est historique que ça s'est passé dans un champ. Mais ça a l'air d'une exposition agricole. L'affaire chez nous, à Huntington, c'est plus ordonné que la Chambre des communes. Mais tu sais qu'il y a même des députés ou des ministres qui ont traité des femmes de vaches, là, alors on n'est pas étonné. Ben, le sénateur Hébert avait dit d'une certaine politologue au Québec qu'elle était une vache séparatiste, et par la suite, il s'était excusé auprès des vaches. Et ça avait clos le dossier. Tu parles d'un... Mais enfin, on est dans une autre époque. Alors, la réforme du Code criminel, je voudrais vous en glisser un mot. Oui, je te laisse aller parce que moi, dans ces questions, tu es savant. Non, mais c'est important. Écoutez, pour le peu de temps qui me reste à être avocat, Stephen Harper me donne raison. Ça fait plusieurs années qu'on parle des sentences bonbons parce que les juges, pas tous, mais certains juges n'ont pas de jugement, ils n'ont pas d'appréciation des faits. Et souvent, on se ramassait avec des sentences de pas d'allure pour des agresseurs sexuels du genre Lise Côté de la Cour d'appel. Alors, Stephen Harper veut modifier le Code criminel par l'entremise de son ministre de la Justice, Vic Tease, pour justement enlever cette discrétion-là judiciaire aux juges, de sorte que maintenant, si on a un cas d'agression sexuelle, c'est tant d'années et ça s'arrête là. Le juge doit imposer la peine parce qu'on s'est aperçu au fil des années qu'il y en avait qui étaient... Ça avait tendance à la réduire? C'est ça, exactement. On ne peut pas faire confiance à la magistrature dans le sens où ce sont des êtres humains qui, parfois, ont des problèmes personnels, puis quand ils arrivent sur le banc, ben, leur faculté de jugement est affectée. C'est clair. Il y a eu certains juges qui ont eu des commentaires assez misogynes, on s'en souvient. Du genre, la femme, c'est comme une règle de droit, c'est fait pour être violée. On s'en souvient de certains juges. Alors, on veut leur enlever leur discrétion et c'est justement un pas dans la bonne direction. Mais écoute, tu trouves pas? Si tu le dis. Quelqu'un qui viole un enfant, ça mérite pas une peine minimale? Tout à fait. Mais moi, je suis assez tannée d'entendre l'expression sentence bonbon, là. On entend ça. C'est galvaudé. Je sais pas si c'est Claude Poirier, le père de cette... C'est Gilles Proulx, je pense. Claude Poirier, c'est la couchette entre la défense et la couronne. C'est succulent. Et je n'en peux plus d'entendre ça, sentence bonbon. T'es d'accord avec ça pareil? Oui, jusqu'à un certain point. Gilles Proulx avait raison. Mais en même temps, il faut voir tout le reste, là. Est-ce que les prisons, il y aura assez de place pour accueillir ces gens-là? Est-ce que... Bâtissons-en des prisons, ça va relancer l'économie locale. Moi, je
rêve d'avoir une prison chez nous. Voyons donc, mais je trouve que ça irait bien avec le couvre-feu, là, ça serait formidable. Non, mais blague à part, là, tu sais que l'autre côté de la frontière, il y a à peu près 10 prisons, dont plusieurs à sécurité maximale dans Upstate New York. Mais là, je vais faire ma fille de gauche de cœur. Qu'est-ce que tu veux faire? Parle-moi pas de la réhabilitation. Oui, puis je vais te parler aussi que le fait qu'il y a des... Puis la punition, là-dedans, qu'est-ce qu'on en fait? Plus il y a de prisons, ils se sont aperçus que l'incarcération et tout ça, ça réglait pas la délinquance, ça la rendait pas moins importante, ça règle rien, les prisons. Oui, mais ça, je dis ça de cœur. Tu comprends-tu? Mon cœur est là. Oui, mais la punition... ma raison est un peu ailleurs. Oui, mais Geneviève, quand tu élèves un enfant, tu veux toujours bien prendre le temps de parler avec lui, lui expliquer les conséquences de son geste. Mais si tu le punis pas, quelle sorte de crédibilité qu'a comme parent, c'est la même chose comme société. Mais en même temps, quand tu as des gens qui sont profondément perturbés, traumatisés depuis l'enfance... C'est toujours la faute des autres. Non, c'est pas la faute des autres, mais c'est un système qui encourage, qui crée ça. Tu sais, quand on disait la prison, c'est l'école du crime, alors tu mets des jeunes qui sont déjà fuckés dans un environnement encore plus fucké, excusez-moi le mot. Puis finalement, ça devient des criminels d'habitude terribles, puis ça règle strictement rien. En tout cas, la peine de mort au Canada, moi, je suis pour. Et si on faisait un sondage, le dernier sondage, 61% des Canadiens veulent le rétablissement de la peine de mort pour les meurtres au premier degré. Et parce qu'on n'est pas aussi violent qu'aux États-Unis, qu'on les tue ici, c'est la justice, ça s'arrête là. Moi, je te dis que les gens sont pas conscients et que c'est pas... Conscients de quoi? Et qu'ils sont pas conscients. On ne règle pas la violence par de la violence supplémentaire. C'est pas réhabilitable. Il y a vraiment quelque chose d'une notion, à la limite, de spiritualité et d'éthique là-dedans. On règle pas la violence par la violence. Ça donne rien. Et qui est-on pour juger on n'est pas Dieu pour juger de avec la preuve d'ADN aujourd'hui, avec la preuve d'ADN, les erreurs judiciaires sont très diminuées. Moi, je te dis j'ai un masque de bourreau à la maison. Ah, mon Dieu. Ça doit être le fun. Alors, un nouveau traitement médical pour le cancer de la prostate, mesdames et messieurs, selon une étude américaine en provenance de Portland, Oregon, sur la côte ouest. Et soyez bien assises dans votre salon. Courez pas tout de suite au frigidaire. 17 bières par jour peut empêcher le cancer de la prostate. Ça va bien? Et savais-tu aussi que... 17 bières. Je vais te faire une petite farce tout à l'heure, mais savais-tu aussi que la tomate, qui est pleine de lycopène, donc la tomate cuite est aussi un antioxydant formidable contre le cancer de la prostate. Alors imagine le beau combo. Bière et pizza. On sera très heureux. Ça, c'est formidable. Non, mais combien de gens, là, écoutez-nous dans votre salon, là, combien de gens boivent leur bière avec un bon jus de tomate? C'est formidable. Puis pour les hangovers, c'est merveilleux. C'est quoi ça, les hangovers? Le lendemain de veille, toi, t'as pas ça. Ah, toi, tu es là-dedans, ça peut m'arriver. Ça m'est déjà arrivé dans ma jeune vie. Tu te saoules à quoi, toi? Je me saoule pas à grand-chose, je vais te dire. Mais j'ai une nette préférence pour le vin. Je te dirais. Mais je veux juste te dire quelque chose par rapport à ça qui est assez drôle. C'est l'idée de, évidemment, 17 bières, un ventre énorme. Et je te laisserai sur une maxime que j'aime beaucoup. Ce que l'on gagne en tambour, on le perd en baguette. Alors voilà pour les buveurs de bière et la prostate. Mais le meilleur remède là, pour les cancers de la prostate, tous les médecins spécialistes le disent, c'est une activité sexuelle la plus intense. La preuve, c'est que ceux qui ont le cancer de la prostate, généralement, sont assez... je dirais pas le mot. Et on parle aussi de l'acte sexuel avec la personne que l'on aime le plus. C'est Woody Allen qui disait ça. Ah oui? La masturbation, c'est un acte sexuel avec la personne que l'on aime le plus, soi-même. Alors, la masturbation est excellente contre le cancer. On m'a demandé de ne pas commenter cette affirmation. Alors, le sujet du jour aujourd'hui, mesdames et messieurs, on l'apprend dans Le Devoir, dans la presse, dans le Journal de Montréal, c'est rapporté partout. Qu'est-ce qui vous stresse? Et aimez-vous le stress? Moi, j'adore le stress. C'est un moteur pour toi? Oui. Moi, là, quand je suis très fatigué le matin, je prends la route à des fois 5h moins 20 à peu près, 4h40. J'accélère sur la belle route de la vallée de la Châteauguay. 200 km/h. Et là, la drogue monte en moi, l'adrénaline. Et là, je me sens puissant comme un Mustang sur les plages de la Caroline du Nord. Un cheval sauvage comme Spirit. Attends une minute, ma tante va prendre son lasso ici pour t'arrêter. Alors moi, le stress, je vis très bien avec ça. Puis le cancer n'est pas capable de m'attraper. Moi, je suis un être infect. Il n'y a rien qui pogne après moi. Mais non, et toi, Geneviève, qu'est-ce qui te stresse? Le stress est un moteur pour toi. Oui. Il y a des gens que ça les met par terre. Toi, ça te dynamise. Alors, comme la requête que j'ai eue du barreau hier, là, ça a fait ma journée. Vraiment, ça a été un grand moment dans ma vie. Amenez-en des projets. Ça veut dire, mon Stéphane, que tu carbures au trouble? Au trouble. Est-ce que c'est un trouble? Ben, on peut considérer. Mais qu'est-ce qui te stresse, toi? Moi, je vais te dire, l'injustice me stresse. Te préoccupe? Ça me stresse. Je viens profondément frustrée devant mon téléviseur quand j'entends des nouvelles, quand je vois des situations. La bêtise humaine, mais ça, on n'a pas fini d'être stressé. Ça s'est répandu, oui. Et je dirais, c'est avec Marie Plourde que je parlais de ça ce matin, les abus de pouvoir.
et ça rejoint l'idée de l'injustice. On peut rien l'indéfendable. L'indéfendable. On peut rien faire contre ça. Cette impression d'impuissance, là, je trouve ça bien stressant. Alors, écoutez, on va en discuter ensemble. On aura M. Soulière qui a écrit un livre excellent sur la question. Êtes-vous en train de faire sauter vos pistons? Êtes-vous trop stressé après la pause? Alors, la question, qu'est-ce qui vous stresse, mesdames et messieurs? Oui, alors, voilà, je suis stressé, c'est pour ça. Alors, vous pouvez nous appeler au 790-0874, 1-877-790-3535 ou sur Internet, www.tqs.ca. Merci. Alors, mesdames et messieurs, ce matin, on s'interroge sur le stress. Qu'est-ce qui vous stresse? Et ça fait suite à une série d'articles publiés dans plusieurs quotidiens aujourd'hui. Et on apprend, selon un vaste sondage pan-canadien, qu'au Québec, on est plus stressé qu'ailleurs. 26 vivent un stress intense au quotidien, alors que les Canadiens anglais vivent un stress sur une base de 23,2 Est-ce que c'est parce qu'on a une vie plus plate? Sais-tu pourquoi? Je me demande si c'est pas une question de nature. Nous, on est des latins. Plus latins, plus sanguins, plus impulsifs. Oui, on est prêt à sauter sur le premier venu. Pas nécessairement. Au niveau social, évidemment. Pas nécessairement. Alors, pour approfondir le sujet, on s'entretient avec un psychologue, M. André Soulière, qui a écrit un livre, Au secours, les pistons vont sauter aux éditions Québécois. Monsieur Soulière, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous ce matin. Oui, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui fait qu'on est tant stressé que ça au quotidien? 26 vivent un stress intense. Oui. Bien, en fait, vous avez eu raison tantôt en introduction d'indiquer qu'on est plutôt latin, etc. Et dans ce sens-là, il peut peut-être avoir un petit biais dans l'étude qui est que les Québécois vont dire plus leur état d'âme plus facilement. Bon, ça, moi, je pense que ça peut être un des facteurs qui nous explique ça. Mais il reste que, effectivement, dans la volonté de rencontrer toutes les exigences au travail, les performances, etc., il y a un niveau de stress plus élevé que il y a quelques années. Est-ce que les femmes sont plus stressées que les hommes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui relève du genre là-dedans? Très peu. C'est plutôt de l'individu, je dirais, là. On a, tu sais, il y a les facteurs externes au stress, puis il y a des facteurs internes. Des facteurs internes, comme par exemple le manque de confiance en soi. Ça, c'est les femmes, pas mal. Oui, oui, mais il reste que c'est individuel pareil, parce que si on s'adressait à vous, je suppose que ça serait pas ça. Vous seriez étonné. Monsieur Soulière, est-ce que c'est parce qu'on vit dans un monde de fous, le travail, la performance, la dislocation des familles, la reconstitution, au fond, le bordel est pris d'en fan? C'est pas ça un peu qui nous stresse, qui fait que la vie est une dynamite? Ben, c'est sûr que ça peut, c'est des facteurs, ça, là. Au niveau des facteurs externes, il y a effectivement ce que vous avez nommé, là, la santé de soi puis des autres, qui est un facteur de stress sur lequel on a peu ou pas d'emprise, là. Excuse-moi, et nos valeurs? Et nos valeurs, oui. Quel rôle elles jouent dans notre rapport au stress? C'est ça. Si, comme valeur, on a la perfection, si on a le souci de la perfection, comme de raison, on va être plus stressé parce qu'on y arrivera jamais, là. Oui, parce que la barre, on se fixe la barre très haute et c'est vrai ce que dit Geneviève. Moi, je pense que quand tu es une femme, en tout cas en affaires, là, il faut que tu performes souvent plus pour te prouver à tes collègues. Puis la conciliation travail-famille aussi qui reste encore dans la cour des femmes. Finalement, vous allez avoir raison de dire que c'est lié au genre. Mais je me demandais, j'ai pas de Oui, c'est un fait que... Mais moi, je voulais vous poser une question, M. Soulière, parce que vous êtes un praticien, là, au niveau psychologie, les gens peuvent aller consulter parce qu'ils ont un overload de stress. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? Il y a toutes sortes de thérapies zen, de relaxation. Disons que moi, je fais pas d'entrevue individuelle, là. Je travaille plus dans le travail, le milieu de travail, la qualité de vie au travail. Bon, mais comment vous faites justement pour ramener ça à la traque, les gens qui sont trop stressés? Ben moi, je pense qu'il faut d'abord se dire comme personne, là, puis c'est un message qu'on peut donner à tout le monde, pas juste ceux qui sont au travail. Comme individu, je suis la personne la plus importante au monde, dans mon monde à moi. Mais comment voulez-vous faire avaler ça à des gens d'une autre génération? Les jeunes générations ont moins de difficultés avec ça, mais les personnes plus âgées qui ont été élevées en pensant aux autres, en faisant des choses pour les autres. C'est contre la façon que j'ai été élevé moi-même, là. Mais il reste qu'il faut se dire je suis assez important pour prendre soin de moi.
si on dit que c'est toujours les autres qui sont plus importants, ben on va essayer de sortir quelqu'un qui se noie en étant debout sur une roche qui glisse et qui bouge. Ça fait qu'on va tomber avec. Donc, c'est de penser à soi en premier, donc d'être égoïste un peu. Effectivement. C'est curieux de dire ça, mais puis il faut l'essayer pour réaliser comment on n'est pas arrogant avec les autres pareil, là. C'est juste de fixer ses limites, dans le fond. Voilà. Ben, c'est une bonne approche, ça, mais c'est tellement contre nos valeurs traditionnelles catholiques qu'on nous a inculqué dans la gorge d'être égoïste que ça doit être dur à accepter dans le quotidien, ça. Oui, mais quand on y fait attention, on y arrive. Et moi, la co-auteure du livre, là, les pistons vont sauter. Oui. Elle, c'est intégré pour elle, c'est clair, ça. Puis c'est une dame très, très, très appréciée par ses profs et par... Ça veut pas dire d'être arrogant, se placer en premier, là. Ça veut pas dire écœurer les autres, au contraire. Oui, il faut quand on est bien avec soi-même, on écœure moins les autres. C'est ça. Puis on est plus disponible aux autres. Ben, Monsieur Soulière, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au revoir. Alors, c'était André Soulière, l'auteur, co-auteur du livre « Au secours, les pistons vont sauter », publié aux éditions Québécois. Donc, après la pause, on va jaser ensemble et on va vous demander qu'est-ce qui vous stresse et si vous avez aussi des solutions pour combattre ce stress que vous vivez intensément, quotidiennement. Alors, bienvenue à cette émission. Juste pour faire très rapidement, pour ceux qui veulent signer la fameuse pétition pour destituer la juge Lise Côté de la Cour d'appel, vous allez au www.mesopinions.com et sur la page d'ouverture, une façon simple de retrouver la pétition, vous tapez le mot « juge ». Dans l'endroit « Rechercher une pétition », vous tapez « juge » et vous allez tomber directement. On a dépassé les 3000 signatures et j'ai un courriel ici concernant le stress de José de Port-Cartier, donc qui vient de la région de la Côte-Nord. Elle dit « Vive la vie en région ». Je me suis senti quelquefois stressé dans ma vie et toutes ces fois, je m'en rappelle, c'est lorsque nous allions voir notre famille à Montréal. Quelle vie de fou! Mais dans la statistique, on disait justement que les gens qui vivaient en région étaient moins stressés que les gens qui vivent dans la grande ville. Mais moi qui suis une vraie urbaine, je vais te dire que passer quelques jours dans un village éloigné pourrait me stresser beaucoup. Ah oui, mais viens chez nous. Pas de journaux, mais j'aime la campagne. Comment pas de journaux? J'aime la campagne. Nous prends-tu pour Burkina Faso? Non. Tu dis pas. Non, hey, l'autre qui me dit avant d'entrer en onde, il dit, avez-vous Vidéotron chez vous? Non, je me suis mal exprimée. Écoute, pas de magazine. Comment pas de magazine? À 10 heures le soir, si tu vas aller prendre... Oui, mais il n'y a pas tous les magazines, ils n'ont pas toute la variété. Quand tu aimes les journaux, tu as le New York Times... écoute, c'est formidable. Oui, sur commande. Écoute, sur commande, c'est ça. Faut que tu commandes 6 mois d'avance. Ben oui, mais tu regardes les nouvelles en retard, c'est les mêmes nouvelles pareil. Puis si tu vas aller prendre un verre le soir à 9 h, il y a Long Rapids, la taverne du village. Je te verrais, toi, à la brasserie du village chez Wayne. Tu sais que je pourrais me mettre à aimer ça. Fais attention. En tout cas, tu ferais un tabac. On peut plus fouiller. Que tu es drôle. Alors, maintenant, nous allons passer à notre auditoire en folie. On s'adresse à Sylvie de Mirabel. Bonjour, Sylvie, ça va bien? Oui, ça va bien. Est-ce qu'on vous stresse? Oui, moi, ce qui me stresse, je voulais vous dire avant, félicitations pour votre pétition. Oui. J'ai commencé, moi, à en écrire à la main pour ceux qui n'ont pas Internet. Oui, c'est bon, ça. J'ai donné l'adresse à plusieurs de mes amis. Oui. Diffuser le message. C'est moi qui ai été vous porter les tasses florales. Ben merci beaucoup. Ben oui, on avait reçu des beaux bouquets de fleurs, il y a à peu près 2 semaines, hein? 2-3 semaines. 2-3 semaines. C'est moi-même qui les ai faits. Oui, c'est de l'amour, ça, mon Stéphane? Non, mais j'ai amené ça à la mairie. Ben merci beaucoup. De rien. Alors moi, ce qui me stresse, qui affecte ma santé aussi, me battre contre le système. Alors, comme quand... j'ai déjà été sur la CSST. Oui. Et puis, à un moment donné, ils m'ont coupé, tout ça, quand c'était pas encore réglé. Alors, Hydro-Québec m'a coupé, Bell Canada m'a coupé. Toutes les briques ont tombé en même temps. Bon, alors là, les employés, même de Bell, m'ont dit, j'ai honte de travailler pour eux, parce que j'ai toujours eu un bon dossier, évidemment. Pas de compassion. Et puis, être femme et vivre seule, c'est en arracher monétairement quand on travaille pas à temps complet. Et puis que moi, je fais de la suppléance sur appel. Et mon Dieu, la suppléance, c'est pas... Des fois, je travaille pas.
La suppléance, c'est très stressant. Ça, j'en ai fait une période de ma vie. Je veux dire, arriver dans des classes où tu connais personne, puis c'est pas les plus faciles, c'est quelque chose. Oui, puis il n'y a pas de stabilité en plus. Non, puis avec les enfants aujourd'hui, c'est assez terrible. Mais qu'est-ce que vous faites pour lutter contre le stress? Est-ce que vous avez une recette ou vous laissez... Moi, je reste à la campagne. Déjà, ça m'aide parce que comme quand je vais conduire en ville, comme quand je suis allée vous voir cette fois-là, c'était l'enfer total. Oui, je vous voyais à travers la fenêtre, là. Ben oui. Oui. Alors, 2 heures de route, là, j'en bavais, mettons. Ah oui. Bon. Ensuite, ce que je fais, moi, c'est que je fais en été de la natation 2 heures par jour. Formidable. Très bonne nageuse. Je fais de la mer, je regarde les étoiles le soir. Il y a un bel arc-en-ciel, moi, j'apprécie ça. La campagne, ça donne la possibilité de voir les étoiles, ce qu'on peut pas faire en ville. Oui. C'est vrai. C'est des bons petits plaisirs qui ne coûtent pas cher. Oui. Comme je dis, c'est surtout monétairement, mais pas monétairement de vouloir des affaires qui valent cher puis tout ça. C'est juste pas de pression, de manger comme du monde puis de payer nos comptes. Puis me battre contre le système comme présentement, là, bon, à l'école où je suis, j'en arrache avec la directrice. Alors, c'est des grillettes, toutes sortes de choses comme ça. Oui, ça finit plus. Mais, oui, puis c'est des batailles de longue haleine. C'est des affaires dont on pourrait se passer, là. Oui. Ben écoutez, Sylvie, on vous souhaite bonne chance. Puis de prendre ça mollo. Ben merci, Sylvie. Merci. Au revoir. Merci. Alors maintenant, on s'adresse à Claudette de Montréal. Bonjour, Claudette. Ben bonjour, monsieur. Vous n'avez pas de l'air stressé, vous, un matin? Pardon? Vous n'avez pas de l'air stressé, un matin? Pas du tout. Non. Alors, je souhaite la bienvenue à Geneviève. Ça met beaucoup de fraîcheur dans l'émission, je crois. Merci, vous êtes gentil. Eh bien, moi, je suis retraitée. J'ai 65 ans. Et il y a 10 ans, j'ai trouvé un moyen de me déstresser puis déstresser mon mari en même temps. Là, j'anticipe. C'est quoi? Non, c'est pas ce que tu Je vais penses. dans un centre santé une fois par année pour 3 ou 4 jours. Oui. Je pars demain matin. C'est à Notre-Dame-du-Portage. Oui. Et pendant ce temps-là, je vous dirais que c'est comme une vacance de 3 semaines. Parce que mon mari est en vacances, parce que j'ai dit pas tout minute, mais pas ça là, sans cette place, je devrais faire ça. C'est un endroit où vous avez des bains flottants puis des affaires comme ça, là? Oui, des massages, on est sur le bord de la mer, on est bien. Puis j'ai une fille qui a 2 petites filles, puis quand je la sens stressée, là, quand je la sens, là, qu'elle va peser sur le bouton, là, ben je vais chercher mes 2 petites filles. Je fais de la peinture avec eux autres, je vais à la piscine avec eux autres, je vais au cinéma. Alors, on s'entraide comme ça. Puis quand je peux pas aller à mon spa, bien sûr, à chaque semaine, ben vous allez rire, Monsieur Gendron, je vais jouer au bingo. Ah oui? Ça vide l'esprit, il n'y a pas de soin. À ce que les gens peuvent penser que ça me stresse, moi, je suis dans ma bulle puis je joue au bingo. Je parle pas avec tout le monde. Ben oui, il faut trouver une activité, justement, où on peut rentrer dans notre cocon. Je lis, je prends des bains avec une chandelle, avec des huiles dans mon bain. Je fais toutes sortes de choses. Mais il reste que la société d'aujourd'hui est très stressante. Oui. Quand vous entendez à la télévision à chaque jour les terroristes, les gens qui tuent des enfants en conduisant parce qu'ils ont pris de l'alcool, les erreurs médicales, comment voulez-vous que la population ne soit pas stressée? Ben oui, ben merci Claudette, c'est vrai, vous avez raison. Madame. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors maintenant, Alexandre de Repentigny. Bonjour Alexandre. Bonjour. Moi, là, ce qui me stresse, ça va vous toucher peut-être personnellement, M. Gendron, c'est le non-respect des règlements municipaux. Moi, le virage de moteur de mon voisin qui m'énerve depuis 3 ans. Quoi, il règle son moteur? Ah, ça n'a pas de sens. Puis là, je fais rire de moi parce que j'appelle la police, puis là, l'ensemble des voisins, là, c'est moi le chialeux, c'est moi qui passe pour le pas correct. J'aimerais ça que vous preniez 2 minutes, M. Gendron, pour expliquer à la population là, que les règlements municipaux sont pas là pour rien. C'est pour respecter la paix sociale puis le bien commun. Oh oui, puis il y a des règlements sur le bruit à partir de tant de décibels, à partir de telle heure. Mais le problème, c'est que 3 quarts du temps, il n'y a rien pour appliquer ça. Non, mais comment donnez-moi un conseil, là, j'en ai besoin un matin. Ça me stresse au quotidien. Moi, là, quand 4 heures arrivent, là, je panique les ongles, là, les doigts me retroussent, je le sais que je vais en entendre un. À 4 heures du matin? Non, 4 heures l'après-midi. Entre 4 et 8 l'après-midi. Entre 4 et 8, là, pendant une demi-heure, 45 minutes, là, rinçage de moteur à tous les 5 minutes. Mais ça, là, c'est-tu une place de... Restez-vous dans une place de macho? Parce que des fois, souvent, c'est fréquent dans les petits villages. Tu peux bien parler, toi, avec ta... Oui, moi, c'est fréquent. Le réseage de moteur qu'on parle avec Alexandre, c'est fréquent chez nous. Moi, je reste sur un coin de rue, en plus. Moi, c'est le pays des mufflers modifiés chez nous. Et voilà. Les fenêtres en branle quand ça passe sur le coin. Et voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand j'ai appelé la police, j'ai fait une plainte, j'ai fait payer une amende à l'individu récalcitrant. Et il continue, puis il persévère. Elle va aller au conseil municipal? La municipalité m'aide là-dedans. Là. On est en train de faire des démarches.
Mais quand même, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Rien. Malheureusement, il n'y a rien à part l'application du règlement municipal. Puis même une municipalité n'est pas obligée d'appliquer un règlement qui existe. Croyez-vous ça? C'est épouvantable. Donc, ça prend une volonté politique derrière. Exactement. Exactement. Ben, bonne chance, Alexandre. Merci. Au revoir. Mais tu sais quoi? On minimise les effets du bruit. La pollution par le bruit, ça rend les gens fous. Ben, ça ramène la question des motoneiges ou des VTT à proximité des quartiers résidentiels. C'est pour ça qu'il fallait se dépêcher de légiférer hier pour laisser faire ça. Pour suspendre les poursuites jusqu'en 2011. Alors, un petit appel court. Régent de Delson, où mon oncle avait une pharmacie. Bonjour, comment ça va? Régent? C'est un petit conseil que je vais assez humblement donner aux gens qui sont encore au travail. Mais moi, je suis nouvellement retraité. Oui. Et je suis complètement déstressé maintenant, c'est sûr. Oui. Mais au travail, j'ai été 29 ans dans un centre d'appel pour une compagnie aérienne à Montréal. Oh. Puis je dois dire que c'est pas facile dans le milieu de travail comme ça parce que les patrons, tout ça, toute l'organisation, les cadres, tout ça, ça travaille pour les actionnaires. Oui. Ils font semblant de dire que oui, OK, il faut donner un bon service à la clientèle. Alors, à tous ces gens-là, je dois dire qu'il faut aller chercher, je pense, l'amitié des collègues de travail, puis aller chercher des beaux côtés des clients qui nous apprécient, parce que si on attend d'avoir une tape dans le dos de nos patrons, puis tout ça, là, on va être stressé. Moi, j'ai fait une dépression pendant 7 mois. Puis là, j'ai compris, puis j'ai été suivi, tout ça, puis c'est mon conseil que je peux donner aux gens qui sont dans le milieu de travail. Allez chercher des côtés positifs parce que attendez-vous pas à savoir des compliments. Ça stresse. Oui, allez le chercher vous-même. Ben, merci, Régent. Mais ça revient à ce que le monsieur disait, M. Soulière aussi, c'est l'idée de penser à soi, d'être égoïste. De penser à soi, puis être en soi-même. C'est-à-dire, au lieu d'être toujours viré vers l'extérieur, puis ce que les autres veulent, c'est de se demander soit ce qu'on veut, puis être stable en soi-même. Mais c'est une discipline, ça s'apprend, puis on le fait pas quand on est dans la vingtaine. Des fois, on attend d'avoir 40 ans pour commencer à apprendre ça. Ouais. Parce que l'égoïsme est une très belle qualité que je maîtrise parfaitement. Alors, c'est l'heure de la pause. Et au retour, on vous demande ensemble qu'est-ce qui vous stresse, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce qui vous stresse, mesdames et messieurs? 2 petits courriels de mon côté avant de passer à Nicole de Montréal. Alors, ce qui me stresse de mon côté, c'est la juge Lise Côté qui devrait prendre le côté jardin et démissionner. Oh, c'est succulent, ça. Et ici, André de Québec. Moi, ce qui me stresse, c'est de regarder la TV et ne rien voir d'autre que la TV de Montréal avec leurs vedettes niaiseuses, leur face à claque, donc je suis plus tanné, et leurs jokes imbéciles qui se répètent continuellement. Des émissions en provenance des régions nous permettraient de voir de nouveaux visages, de nouvelles jokes, et ainsi, ça me calmerait beaucoup les nerfs. Moi, je viens pas de Montréal, fait que je suis quasiment d'accord avec vous. Toi, tu viens de Montréal, toi? T'es intelligent, ça. Alors, j'ai quelque chose d'intéressant ici d'une jeune fille, une jeune femme de 18 ans. Ça commence jeune, le stress, là. Elle dit qu'elle a 18 ans, qu'elle a des migraines reliées au stress. Ça, c'est bien connu. C'est vrai, ça arrive, ça. Elle dit que ça vient autant de l'école, du travail ou de son entourage. Elle dit aussi qu'elle est consciente qu'il y a une partie qui vient de sa nature, de sa personnalité. Mais elle dit, je crois que la société veut toujours que tout aille plus vite, que tout performe. C'est bizarre, parce qu'on n'arrête pas de dire ça, qu'on veut de la performance, qu'on veut que ça aille vite, mais le monde est de plus en plus incompétent. Moi, je comprends pas cette espèce de rapport-là. On pousse, puis le monde, ils suivent pas. Non, mais c'est comme monter un moteur, puis les boats sont vissés un peu slack. Là, tu roules ça à 200 km/h, tu pognes un nid de poule, paf, le moteur explose. On est dans la métaphore de char, le rinçage de char à matin, hein, c'est... Ben oui, il faut que j'aille justement donner un bain à mon auto tout à l'heure. Elle va être belle. Tu la câlineras. Vous savez qu'il y a un show de Mustang, j'ai oublié, petite annonce publique, vendredi de 6h à 9h chez Vio Ford à Saint-Rémy. Une grande démonstration de puissance de Mustang de toutes les époques, des vieilles, des neuves, des jeunes. Saint-Rémy, c'est une région agricole, ça? Non, c'est la capitale sur la Rive-Sud, en Montérégie. C'est ma place d'origine. Chez Vio Ford. C'est ça que alors, je disais. Nicole de Montréal. Bonjour, Nicole. Qu'est-ce qui vous stresse? Oui, bonjour Stéphane. Bonjour Geneviève. Bonjour. Ce qui me stresse, c'est de réaliser à quel point on abdique en Occident d'imposer un minimum de nos valeurs aux étrangers. Eux, par contre, ils sont pas aussi conciliants, puis ils nous imposent leur système de valeurs. Non, mais quand vous dites eux... Entre autres, les... je vais vous donner un exemple. Oui. Les femmes voilées dont on voit juste les yeux. Oui. Ça devrait être interdit ici de déambuler le visage masqué.
Oui, madame. Là, attendez une minute. Oui, ce qui se passe dans la maison du monde, là, ça c'est nous pas dans regarde. les maisons. Non, à l'extérieur, sur la rue. Ouais. C'est très facile de commettre un vol de banque déguisé avec ces hijabs-là. Oui, mais Nicole, je peux pas dire à quelqu'un, là, on n'imposera pas un code vestimentaire pour le monde qui se promène sur le trottoir. Dans les écoles, par exemple... On parle pas de code vestimentaire, on parle de propagande qui n'est pas que religieuse, qui est politique. Non, je parle de se promener masqué. Mais non, mais attention, là, sur le trottoir, moi, qu'elle soit masquée ou pas, ça me dérange pas, mais dans les écoles, ça devrait être la loi sur la laïcité, comme on a adopté en 2005 en France. Pas de signe ostentatoire. Mais non, là, puis la caissière... On va abolir la fête de l'Halloween. Non, mais excuse-moi, puis la caissière de supermarché avec son voile, tu trouves ça normal, toi? Non, dans les lieux publics où il y a une fonction, je suis d'accord avec toi, c'est la laïcité, point à la ligne. Mais que la femme aille faire son épicerie avec son hijab, moi, je trouve ça correct. Non, Stéphane, je parle de ceux qui sont masqués, qu'on voit juste les yeux. Regardez, je vous donne un exemple. Oui. C'est très facile d'aller commettre un vol de banque, déguisé comme ça. Avec une cagoule, autrement dit? Non, parce que ça, on voit juste les yeux. C'est mieux qu'une cagoule, puis on peut se promener avec ça. C'est très facile. Puis pour les gens qui essaient d'infiltrer ces milieux-là, qui essaient de faire des filières avec ces gens-là, comment voulez-vous qu'ils les suivent? Mais c'est rare qu'une femme va aller faire un vol de banque. C'est rare qu'une femme va aller faire un vol de banque. Mais qui dit qu'il y a juste une femme qui peut Un gars peut se déguiser comme ça puis faire un vol de banque. C'est vrai, Michael Jackson, à Dubaï, justement, a été pris dans les toilettes des femmes avec un hijab, puis il se maquillait, puis il avait son beau voile. Vous avez raison. Michael Jackson est détraqué mental aussi. Stéphane, vous revirez ça en joke. Non, mais c'est vrai, Michael Jackson se promène déguisé en femme. C'est pas une joke, c'est vrai, ça a fait les manchettes. Non, mais ce dont je parle, c'est très sérieux. Nous, ici, il y a un code vestimentaire. Oui, je suis d'accord pour que n'importe qui se promène comme il veut, sauf que de se promener masqué dans la société en Occident, on laisse des choses aller un peu trop loin. Ces gens-là demandent maintenant de faire le permis de conduire avec ces masques-là. Oui, mais là, j'ai une question pour vous, Nicole. Que pensez-vous de la fille que j'ai vue aux Zoo de Granby l'année dernière, la mère de famille qui avait son enfant d'un bras, le petit top de bikini, le G-string sorti du cul, des jeans Bajou, trouvez-vous ça mieux? On ne parle pas de la même chose. Hey, moi, j'avais assez honte de cette mère-là. Si j'avais été le mari de cette femme-là, elle aurait rentré dans le rang, Christy. Jamais j'accepterais que ma femme se promène de même devant mes enfants. Je parle de sécurité publique. Bon. Y a-tu eu tant de cas que ça au Québec rapporté? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais ça vous stresse, ça? Ce qui me stresse, c'est qu'il stresse beaucoup de gens. Oui. Que maintenant, on se laisse un peu trop envahir par les gens qui veulent nous imposer leur système de valeurs. Il y a un petit fond de racisme là-dedans, là, madame. Il y a un petit fond de racisme. On parle d'imposer un système de valeurs. Non, pas du tout. Non? Non, il n'y a absolument pas de racisme. Mais moi, là, les immigrants m'imposent rien. Moi, ils m'ont jamais rien imposé. Jamais. Ben, merci, Nicole. Écoutez, je vous souhaite une bonne thérapie. Alors, Suzanne de Chertsey, comment allez-vous? Bien, puis félicitations à vous deux pour votre émission. Merci beaucoup. Moi, je vois un peu dans le sens de Geneviève, l'injustice. Oui. Entre autres, la loi aux normes du travail pour le harcèlement psychologique au travail, le délai pour porter plainte est de 90 jours. Oui. Comment on peut imposer à un employé ou un ex-employé de porter plainte contre son employeur ou ex-employeur en deçà de 90 jours quand il est sur les antidépresseurs et les calmants? Oui, mais là, c'est ça la question, c'est êtes-vous apte au travail si vous êtes ces antidépresseurs et les calmants? Là, j'ai quitté mon emploi parce que j'en pouvais plus. C'est ça, vous n'aviez pas dessus la tête, là, ouais. Mes employeurs me répondaient, regarde, c'est une cliente, c'est notre chiffre d'affaires qui est important. Fait qu'eux autres, de leur côté, ils faisaient rien. Fait que j'ai quitté mon emploi, puis là, le médecin m'a mis ses antidépresseurs. Mais aviez-vous droit à un congé de maladie? Non. Oh, c'est ça. Puis le pire de tout ça, c'est que j'allais travailler simplement pour me changer les idées, parce que depuis que j'ai eu mes enfants, j'ai eu la possibilité de rester à la maison pour éduquer mes enfants. C'était pour me changer les idées, puis c'est ça. Aujourd'hui, c'est débrouille-toi. Puis à cause que j'ai porté plainte aux normes du travail aussi pécuniaires, mon employeur, qui est mon voisin d'en face, me fait des représailles. Puis là, les normes du travail me disent, on peut pas rien faire pour toi, t'es plus à leur emploi. C'est ça, le problème, c'est qu'il y a juste une plainte au civil qui peut régler ça, mais vous êtes embourbé pas à peu près. Ben là, c'est des frais d'avocat, fait entre vous puis moi, là. Non, madame, soignez-vous. Prenez vos médicaments. Prenez le temps de vivre. Ben, bonne chance, Suzanne. Merci. Alors, c'est le temps d'aller au duplex à Québec avec Dave Leclerc pour s'enquérir de la question du jour. Dave, ça va bien? Ça va très bien, vous autres? Vous êtes pas stressés à Québec? Pardon? Dans la belle ville de Québec, vous n'êtes pas stressés? Je dirais que ça dépend des jours. Il y a des journées que oui. À côté information, je veux souligner le fait qu'il y a encore une fois l'alcool qui aurait fait une victime. On parle d'un jeune homme de 13 ans. Ça s'est passé en Beauce. Et cette fois, c'est une conductrice. Contrairement à ce qu'on entend régulièrement, un conducteur, il semblerait que dans ce cas-ci, c'est une femme d'une 50aine d'années qui était ivre au volant qui a happé ce jeune homme de 13
13 ans qui en est malheureusement décédé. Et pour ce qui est de notre question du jour, avez-vous vu ce matin l'intention du gouvernement Charest de peut-être retarder la retraite à 70 ans? Oui, bien sûr. Seriez-vous prêt à travailler jusqu'à 70 ans? La retraite à 70 ans? Hey, ça se peut. Puis nous autres, les X, quand est-ce qu'on va avoir notre place? Hein? Moi aussi, je suis dans la génération des X. Oui, quel âge que tu as, mon beau? 34 ans, moi. Comment? 34. Ben voyons donc. Mon Dieu, un enfant. T'es plus jeune que moi. Ben oui. Je l'air plus vieux que toi? Non, mais sérieusement, c'est vrai. Il y a plus de cheveux un peu que toi. Oui, c'est vrai. Mais écoute, c'est grave. Là, 70 ans la retraite, mais à un moment donné, il va falloir mettre des rampes d'accès pour les marchés. Oui, mais Stéphane, sérieusement, penses-tu que nous, on va arrêter de travailler? Penses-tu que je vais avoir les moyens d'arrêter de travailler c'est ça aussi. À 65 ans, moi? Est-ce qu'on va avoir les moyens? Et notre question, dans le fond, à quel âge souhaiteriez-vous prendre votre retraite? Est-ce que vous seriez prêt à travailler jusqu'à 70 ans, si votre santé vous le permet? Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on dit qu'on va manquer de main-d'œuvre, mais aussi peut-être parce qu'on va manquer d'argent. Ben oui, les fonds de retraite. Ben merci, Dave. C'est 60 ans toute une question. Bye. Merci. J'en reviens pas. La retraite à 70 ans, mais il faut être sauté sur le crâne, pas à peu près. Mais pauvre Stéphane, on va être obligé. Là, de toute façon, je vais être mort. Un hyperactif comme toi, tu vas t'arrêter? Non, mais moi, je suis l'exception. Alors, c'est l'heure d'aller à la pause. On est stressé. Alors, dites-nous ce qui vous stresse. Au revoir. J'ai ici un courriel succulent de Louise Nadeau de Saint-Adèle qui dit « Moi, qu'est-ce qui me stresse? Sur l'autoroute 15 vers Montréal, quand j'ai un gars à casquette qui m'arrive derrière à 130 km/h à 1 pouce de moi qui veut me dépasser, qui zigzague de droite à gauche, ou celui qui jase au cellulaire, au restaurant très fort en conversation pendant 1 heure, là, les m'as-tu vu, et la blonde en avant qui attend son tour. » La blonde en avant qui attend son tour. Je m'excuse, je n'ai pas saisi cette farce. Tu t'es senti interpellé? Pas du tout. Hey, il y a quelque chose là. Il faut que je fasse amende honorable quand même. Oui. Comme une bonne urbaine. Il y a quelqu'un qui écrit de Port-Cartier puis qui dit que c'est pas un village mais une ville. Bien certain. Il y a une grande prison à Port-Cartier. Il y a des endroits. Une prison en sécurité maximale. Et qu'on peut lire le New York. Il comprend pas l'intérêt de lire le New York Times, mais en tout cas, il dit qu'il y a plusieurs endroits pour aller prendre un verre. Oui. Je n'en doute pas un instant. Il faut bien combattre l'ennui. Non, c'est une farce. Continue. Non, mais Port-Cartier, c'est une très belle région. J'en doute pas. Alors, c'est le temps de passer aux appels en rafale, mes chers amis. Lise de Montréal. Bonjour, Lise. Oui, bonjour. Êtes-vous stressée? Oui, beaucoup. Ce qui est arrivé, je vais vous conter un incident. C'est que lundi, j'ai 63 ans. Oui. Et puis, je suis... excusez-moi, je suis un peu nerveuse. J'ai des problèmes de santé. Oui. J'ai appelé à l'église Notre-Dame-de-Grâce, la paroisse, pour me donner un bon de 20 $ pour manger. Ça fait 8 mois que je ne suis pas appelée. Je suis pas fière de dire ça, mais je suis obligée. Alors, on m'a répondu carrément. On m'a rappelé Mme Chagnon, puis on m'a répondu, je regrette, madame, vous n'êtes pas éligible, on préfère aider aux immigrants qui arrivent. Hein? Alors, j'ai mangé un coup parce que, enfin, je pense... Oui, mais madame, c'est épouvantable ce que vous nous dites là. Il faudrait qu'un journaliste récupère ça au plus sacré. Mais il y a personne, je connais pas personne à qui appeler, puis je suis tellement dépourvue que... Ben, on va envoyer quelqu'un, Étienne Phoenix pourra faire un reportage. Là-dessus, ça tient pas debout. Et ils vous ont dit, parce que vous n'êtes pas immigrante, on vous aide pas. Ben, ils m'ont pas dit, vous n'êtes pas immigrante. Elle dit, dans le passé, ils m'avaient aidé. Aux 8 mois, des fois, quand je suis mal pris, ils me donnaient un bon de 20 $. Oui. Et puis, ils m'ont dit, c'est parce qu'on a des immigrés à aider, madame, puis on croit que vous n'êtes pas éligible. Est-ce que c'est votre seul recours, ça, madame, de l'église, là? C'est parce que moi, je fais du diabète, puis je peux pas aller aux banques alimentaires. Parce qu'il faut que je choisisse mon manger et bien, monsieur. Exactement. Mais je suis diabétique. Je sais de quoi vous parlez. Là. Voyons donc, tu peux pas prendre n'importe quoi, c'est vrai. C'est épouvantable. Alors, je sais plus trop quoi faire. J'ai pas trouvé ça très, très bon pour quelqu'un de l'Église. Ils prêchent tout le temps à donner aux pauvres. Puis moi, regardez bien, madame. Appelez au 390-6035. Attendez le message. Faites le 2. Dites le nom Étienne Phoenix. Puis vous allez tomber sur sa boîte. Puis racontez-lui votre histoire. C'est épouvantable. Okay. Épouvantable. Puis ça, c'est l'Église catholique, ça? Ça, c'est l'Église catholique, Notre-Dame-de-Grâce, au 5333 Notre-Dame-de-Grâce Avenue. Et puis moi, j'ai été élevée dans le bout, puis on a payé des taxes. Ben oui, les dîmes et tout ce que vous voulez. Je vous souhaite bon courage, madame, mais rappelez, je vous le dis, c'est important. Bonne chance, madame. Bonne chance. Merci. Au revoir. Au revoir. Carole de Saint-Jean-sur-Richelieu, ma ville natale. Bonjour, Carole. Oui, bonjour, ça va bien? Oui. Saint-Rémy, Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, j'aimerais vous féliciter premièrement pour votre émission. Si. Et puis, c'est ça, on peut donner notre opinion, mais en même temps, je me rends compte que vous pouvez aider les gens aussi, comme vous venez de faire avec la dame qui vient d'appeler. Je trouve ça épouvantable. Là. Oui, on essaie.
Puis, c'est ça, mon opinion, moi, c'est le stress au niveau du travail, parce qu'il y a un stress positif et il y a un stress négatif. Le positif, moi, je trouve ça super, de travailler dans un endroit où c'est stressant positivement, ça donne du challenge, ça donne, je sais pas, là, ça donne comme une énergie qui est bien au travail. C'est similaire, oui. Sauf que ce que je trouve plate, c'est le stress, là, de souvent subir les personnes qui sont comme négatives, la personne qui va toujours essayer de te trouver la bébé. Oui, les bitches, là, la bitcherie. Les bitches autant masculins que féminins. Là, ouais. Exactement. T'as beau vouloir dire à la personne, bon, garde, on va se parler, on va communiquer, mais bon, il y a toujours, comme si je peux m'exprimer ainsi, là, il y a toujours comme quelqu'un qui est là, qui est payé pour se faire chier dans un domaine de travail. Oui, les enfants de chienne de service qu'on appelle. Là, ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, c'est plate, là. Mais qu'est-ce que vous faites pour décompresser quand ça arrive? Ben là, moi, ce qui arrive, c'est que je travaille à contrat. Souvent, je suis au chômage. Fait que, bon, pendant la période que je recherche un autre travail, là... Mais vous êtes stressée là aussi? Ouais. Oui, c'est ça. Mais il faut que je me dise, bon, ben là, je suis une personne qui a beaucoup de polyvalence. Puis bon, je me redonne un coup de pied dans le derrière. J'essaie de retrouver mon positif ou me retrouver un autre travail, là. Mais parce que je travaille à contrat aussi beaucoup. Ben merci, Carole. Je vous souhaite bonne chance. Ça me fait plaisir. Au revoir. Merci, bonne chance. Alors, ma chère Geneviève, nous terminons cette émission dans un Je sais pas si on a été éclairant. Plat. Ben oui. Là, les patrons veulent me rencontrer. Là, je suis un peu stressé. Il faut que je vous quitte. Je sais pas si je vais être là demain. Au patron, rencontrez-le au plus vite. Non, c'est pas vrai. Alors, passez tous une belle soirée. Bye. Autant. Alors, voilà. Aujourd'hui, on va parler du stress. Vous l'avez vu dans les journaux, c'est rapporté dans la presse, le Journal de Montréal. Qu'est-ce qui vous stresse? Comment se fait-il que les Québécois sont autant stressés aujourd'hui, Geneviève? Mais avant tout, on va parler d'un autre qu'on veut bâillonner, qu'on veut empêcher, qu'on veut discipliner. Pierre Paradis, qui a voté contre la privatisation du Mont Orford dans le cadre de l'adoption du projet de loi 23 avec le bâillon la nuit dernière. Mais c'est le seul qui s'est levé. Mulcair a préféré... Mulcair était absent. Oui, a préféré sortir. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, bon, c'est toujours la fameuse histoire de la ligne de parti. Est-ce qu'on reste dans la ligne? Est-ce qu'on suit aveuglément? Et lui, il n'a aucun intérêt à faire ça, Pierre Paradis, quand on sait la popularité qu'il a dans son comté, comment ce gars-là est un homme de terrain, et s'il veut se faire réélire, il est aussi bien de pas voter pour Orford. C'est un cas de conscience. Oui, mais je pense que c'est aussi, dans son cas, une préoccupation électoraliste saine. Mais il fait pas... Non, je pense pas que c'est opportuniste dans la mesure où c'est quelqu'un qui est vraiment très engagé dans son comté, les gens considèrent que c'est un homme intègre et engagé. Ce mot, c'est engagé. Alors, il va pas dire à tous ces gens de ce comté-là, ben moi, je vais envoyer ce genre de message-là. Alors, nous sommes invités à une messe solennelle à l'occasion de la fête justement du fondateur, là, le fameux José Maria Escrivá. Alors, c'est vendredi 16 juin. Je vous dis pas l'heure parce que ceux qui sont intéressés la trouveront. Les autres, on fera pas exprès pour faire de la publicité pour ça. À la cathédrale Marie-Reine du Monde, qui est le fief de Monseigneur Turcotte. Oui. Encore là, un homme qui a une parole, une voix sur verbe divin. Sur la place publique. Cet homme a une chronique dans le Journal de Montréal à tous les dimanches. C'est quand même incroyable. Après ça, on dit qu'on est dans une société laïque. Moi, ça m'insulte carrément. On est loin de la coupe aux lèvres. Et souvenons-nous que la canonisation de Monseigneur Escrivá, le fondateur de l'Opus Dei, bien des remous parce qu'on avait utilisé, comme on dit, le fast-track. Et quand on prend le temps de lire les archives de l'Opus Dei, les comptes rendus des gens qui ont été abusés dans ce système-là, abusés au sens large, on ne parle pas d'abus sexuels, mais d'abus psychologiques. De contrôle. On s'aperçoit même dans les rapports que Monseigneur Escrivá, c'était loin d'être un saint homme, mais enfin, Jean-Paul II en a décidé autrement. Que Dieu ait son âme. Et que dire de Mère Teresa? Ça, c'est une autre histoire. Il y a toute une polémique aussi. Est-ce qu'elle est canonisée? Ben, je pense. Bientôt. Je sais que Jean-Paul II va être béatifié. Où elle le sera. Ouais. Voilà une femme qui utilise voter contre des choses qui vous tiennent à cœur. Ça serait complètement... Mais tu sais que la ligne de parti, là, ça n'existe pas aux États-Unis. Au Congrès, là, les gens peuvent voter, qu'on soit républicain ou démocrate. Il n'y en a pas de ligne de parti. Est-ce qu'on ne devrait pas remettre ça en cause, justement, ce vieux principe-là fini du droit britannique? Mais en tout cas, avec un gouvernement comme semble être le gouvernement de Charest, c'est plus que jamais la ligne de parti. As-tu remarqué? Nous, on trouve qu'il a l'air un peu falot, Jean Charest, qui n'a pas l'air, mais dans son parti, on a l'impression qu'il tient ça comme ça. C'est autoritaire. Et je reviens, moins t'es fort, à quelque part,
plus tu as besoin d'imposer des affaires comme ça. Mais regarde les déclarations de Norm Macmillan. C'est assez impressionnant de voir que Norm Macmillan, un député inconnu du Parti libéral, dans un comté obscur... C'est quand même Oui, le whip. C'est le whip du parti. Alors, il va convoquer M. Paradis mardi prochain ou, à sa convenance, peut-être demain, mais on ne passera pas l'éponge. Mais ce parti-là, je pense, est déconnecté de l'opinion publique. Alors que 80% des gens étaient contre la privatisation d'Harford, on va faire de Pierre Paradis un martyr. Mais en même Bravo. temps, mais en même temps, s'ils l'enlèvent de là, ils vont perdre le comté. Alors, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire. Ils ne peuvent pas l'enlever de là. Il va se présenter indépendant. Exactement. Ils vont perdre le comté pour le parti. Et ils auront ce qu'ils méritent, et c'est tout. Et là, Geneviève a été estomaquée, mesdames et messieurs, par la page A9 de la presse, où il y a une belle publicité. C'est formidable. Voilà. Nos amis de l'Opus Dei, mes amis. Ça, c'est un point qu'on a en commun, Stéphane. Est-ce que tu peux la lire, peut-être? On voit pas le texte. Certainement. Toute la population, évidemment, je ne sais pas si vous avez vu l'image. Nous avons un bon curé, là, ça m'a l'air d'un col romain. Escrivá, c'est le fondateur de l'Opus Dei. Tu vois, avec un petit enfant. Avec un enfant. Laissez venir à moi les petits-enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants. On sait ce que l'Église a fait aux petits-enfants. Alors, nous sommes invités, comprends-tu, depuis que l'Opus Dei gagne un terrain dans l'opinion publique, parce qu'on n'entendait pas parler de ça. Et ils étaient très contents qu'on n'entende pas parler d'eux, parce qu'on considère que c'est une société secrète. Ils n'ont pas avoir des porte-paroles officiels. Mais ils ont un bureau de communication à Montréal, ils essaient d'endormir le monde, parce que là, ils montrent la face rose de ça. Ils ont une résidence aussi sur l'avenue des Pins. Tout à fait, mais leur façon d'interférer dans la politique, leur façon d'interférer dans leur proximité avec certains chefs politiques. Tu sais qu'au Québec, là, de Lucien Bouchard à Jean Charest, il n'y en a pas un qui a résisté à l'attrait d'aller se faire bénir par notre Saint-Père le Pape, comme tu dis si bien. Incroyable. C'est quand même incroyable que des chefs d'État... 2006. Vont C'est un joli coordonné. Ça va bien avec ta cravate. Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, je suis bâillonné. Voilà. Je suis bâillonné par le comité de discipline du barreau du Québec. Bonjour, mes amis. Et je vous annonce que suite à l'incident de la juge Lise Côté, je ne me soumettrai pas au comité de discipline et personne ne va m'empêcher de prêcher ma liberté d'expression citoyenne, peu importe qu'on soit avocat, médecin, col bleu ou tout ce que vous voudrez. Voilà. Disons que le mot citoyen est revenu dans ton vocabulaire. Oui, comme par hasard, il y a une moustache qui va pousser du poil en dessous des bras. Alors, je suis maintenant redevenu de la gauche, mais blague à part, pour clore l'incident, moi, ma seule préoccupation le matin, que je sois avocat ou non, c'est de me regarder à la face dans le miroir, puis d'être fier de ce que je fais, et ensuite de regarder mes enfants et de ne pas avoir honte. On peut comprendre que la juge Côté peut pas en dire autant.